ressourcerie de l'écrivain. On se retrouve aujourd'hui parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de petites vidéos papote, popote, et j'avais envie de vous parler parce que j'ai lu plusieurs romances assez récemment, donc j'avais envie de parler à la fois de la romance, de tropes aussi qui peuvent m'agacer. Il y a des romans que je vais citer, il y en a d'autres où j'assume pas trop la lecture, donc je le dirai pas. Et bon, ça va sans doute être un petit peu le bordel parce que là, je suis en train d'éplucher des fèves en fait, et c'est long comme la mort parce que j'ai tout ça à éplucher et c'est un peu long à faire. Donc, au menu ce jour, nous allons avoir, ça va être de la redite, hein. Je vais refaire en fait comment dire, je vais refaire une joue de bœuf, comme d'habitude. Donc je me suis rendu compte qu'il me manque du vin rouge, donc j'irai en acheter tout à l'heure. Et au lieu de l'accompagner avec, normalement en fait dans la joue de bœuf, la recette que j'aime bien, on met des poireaux, oignons, carottes et des patates. Sauf que là, j'ai fait tremper des fèves, donc je me dis, on va faire des fèves à côté. Comme les fèves, c'est très long à éplucher et que j'avais envie de papoter, donc je me suis dit, allez, on va faire ça comme ça. Et les prochains segments vidéo, ça sera tourné cet après-midi, une fois qu'on aura mangé une partie de ces fèves d'ailleurs, hein, avec des steaks ce midi, mais bon, c'est pas passionnant. Comme ça, je vais faire ma petite soupe habituelle, ma petite joue de bœuf, hein, lancer au moins la cuisson cet après-midi avec vous. Et je vais probablement refaire un phare au pruneau parce que c'est très bon. Puis c'est assez vite fait aussi. En nouveauté, j'ai des petits chats. J'ai des petits chats qui sont à mes pieds, mais je vais peut-être pas vous les montrer là. Ils sont trop petits en fait pour monter sur le comptoir pour le moment. Donc je vais éplucher des fèves et je vais bitcher sur les romances. Non, je plaisante. J'ai quelques concepts de vidéos qui me traînent en tête, à savoir soit par exemple donc une vidéo sur les auteurs auto-édités, une vidéo aussi sans doute sur des petites maisons d'édition donc j'aime bien le travail. Ça peut être des grandes maisons d'édition qui ont des belles collections aussi. Je pense à Monsieur Toussaint Louverture par exemple, ou Forge du Vulcain, etc. qui c'est quand même des plus grandes maisons d'édition. Et j'avais aussi comme idée de concept vidéo de lire grâce je me suis abonnée en fait à Kindle, donc c'est l'abonnement pour avoir accès aux livres numériques sur Amazon. Donc c'est principalement pour des auteurs auto-édités qui gagnent un peu leur croûte comme ça. Et ce que j'avais comme idée, c'était il y a énormément de sagas en fait. J'ai regardé un petit peu, hein. Il y a énormément de livres, il y a énormément de sagas. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de romances et il y a beaucoup de fantaisie. Et j'ai pas mal envie d'explorer la romance. Et aussi de la fantaisie d'ailleurs. J'ai l'impression que les autres, je suis pas sûre que les autres genres soient très présents se vendent beaucoup sur Amazon. C'est pour ça que j'ai un petit peu l'impression qu'il y a un peu tout le temps la même chose. Mais on va voir. Donc j'avais dans l'idée un concept de vidéo où j'ai lu le premier tome de tel truc sur Amazon. Est-ce que ça vaut le coup de lire la suite ? Bon, après, me connaissant, je vais surtout vous parler des livres que j'ai aimés. Parce qu'il y a par exemple il y a des bouquins... pour tout vous dire, j'ai entendu parler d'une série de romans que j'avais vraiment envie de lire parce que j'ai une copine qui l'a lu, qui a adoré ça. C'est des thématiques qui m'intéressent bien. Bon bref, je vais vous parler juste rapido, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça sera dans la vidéo, que je n'ai pas commencé à tourner d'ailleurs. Mais je voulais vous parler des McCoy d'Alexiane Thiel. Donc Alexiane Thiel, c'est une autrice française qui a écrit les McCoy. Donc c'est une série de, je crois, il y a 5 romans et une novella, il me semble. Oui, ça fait 6 livres au total. On est dans un univers comme celui d'aujourd'hui où on est dans... Bonjour Lily.
On est dans un univers comme celui d'aujourd'hui. Non, mais Lily se demande pourquoi je parle toute seule. Elle a caché le micro, vous allez sans doute entendre que ses ronronnements. Donc on est dans un univers comme celui d'aujourd'hui, sauf que les clans écossais, le système clanique écossais continue à perdurer. Et j'avais compris ça comme ça. J'avais compris que ça pouvait être un petit peu... Enfin, c'est de la new romance, qu'il pouvait y avoir des scènes explicites, des thématiques qui sont difficiles. Ce qui est grosso modo la définition de la new romance. Son frère continue à manger imperturbable. Donc je vous présente Lily. Bloup, on va bien manger. Attendez, je vais la reposer. Youhou! Ah non, tout va bien. Et bref, je m'étais dit comme ça. Sur le principe, c'est vachement intéressant, je trouve. Je pense qu'elle va m'escalader. Sur le principe, c'est vachement intéressant Enfin, cette idée-là. Cette idée-là est super intéressante sur le papier. Je trouve c'est un livre qui est très prometteur. Alors, sachant que il me semble bien que les 2 premiers bouquins concernent le même couple. Donc, on est sur de la romance. Oh oui, mon petit chat. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, elle va être avec moi. Mais il y a plein de bordel là, ma grande. Et en fait, si vous voulez, l'espèce de poursuite, enfin, de ce système clanique aujourd'hui. Donc, on sait que c'est un milieu d'hommes, grosso modo. C'est des petits seigneurs qui gèrent leur clan, leur terre, leur territoire, qui ont un certain système de valeurs. Et en fait, ça se rapproche vachement, je trouve, d'un milieu mafieux. Et c'est un système qui perdure et qui est caché. Mais au final, pas tant que ça, parce que ça fait, en fait, en activité un peu souterraine, ça fait pas mal de gens qui bossent... qui bossent là-dedans et qui règlent leur compte surtout par ce biais-là. Et si vous voulez, je trouvais ça sur le papier vachement intéressant. Sauf que je trouve que ça se rapproche vachement d'un système mafieux. Parce qu'on est sur des gens enfin une société un peu secrète qui continue à perdurer, qui ont leur propre... Elle essaye de m'escalader. Qui ont leur propre... comment dire, leur propre loi. Je regarde si elle fait pas de bêtises. Est-ce que c'est tout petit? Ah, elle a repéré les friandises. J'ai eu la bonne idée de... Donc ça fait même pas une semaine qu'on les a adoptés. Et j'ai eu la bonne idée de leur faire découvrir la pâtée pour chat, alors qu'ils mangeaient que des croquettes. Donc là, ils viennent de manger leur pâtée. Et je pense qu'il n'y en a pas assez. C'est un scandale. Alors, autant vous dire que je vais les gâter à mort. Hein. Et bref, je trouvais ça super intéressant sur le principe. Et donc, c'est un milieu qui est évidemment super dangereux. C'est un milieu où... il y a un contrôle sur les femmes qui m'a un peu sorti par les yeux, je vous avouerai. Parce qu'il y a un petit peu le côté médiéval, entre guillemets, que la femme d'un clan peut servir pour construire des alliances en la mariant avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est le côté positif, parce que elle peut être aussi, selon son rang, elle peut être prêtée. Tiens, s'il y a quelqu'un qui a bien fait son travail, par exemple, on peut lui filer une nana comme ça pour qu'il couche avec. Et ça, j'ai eu vachement de mal. Ça me gonfle en fait parce que... bon, allez, je vais direct attaquer... ce qui me gonfle. Des thématiques en fait qui me gonflent dans la new romance. Je répète, je suis pas une grande lectrice de romance, je suis pas une grande lectrice non plus de new romance. Je me suis mise aussi un petit peu à la dark romance pour voir ce que c'était. Je suis pas convaincue du tout par le truc, et puis moi j'aime pas, bref. Je fais qu'est-ce que je veux.
J'aime bien, qu'est-ce que je veux. Et bref, il y a des thématiques dans la romance, dans la new romance, dans la dark romance surtout, donc dans les 2 derniers sous-genres de la romance, qui me plaisent moyen. Parce que ça va parler de trafic humain, ça va parler de violence envers les femmes, de traumatisme et compagnie. On a souvent des hommes qui... Moi, l'impression que j'ai, c'est que les hommes sont contraints, entre guillemets, de faire du mal à ces femmes. Vous voyez un peu comment c'est glissant? Ça me... Ouais, moi, franchement, ça me perturbe. Ça me perturbe beaucoup. Et ça me perturbe beaucoup par rapport, justement, à ce qui existe dans la réalité. Et je trouve que c'est hyper glissant. C'est hyper glissant d'aborder des questions de trafic humain, d'aborder des questions de violence envers les femmes, qu'il y a une espèce de banalisation comme ça des agressions envers les femmes, quel que soit leur ordre physique. Hein, je vous fais pas de dessin, le petit trio là. Physique, sensuel et psychologique. Et ça me gonfle en fait. Là par exemple, j'avais lu L'ombre d'Adeline, il me semble, de je sais plus qui, je vous mettrai le lien. Alors je l'ai lu vraiment en diagonale. Mais j'ai quand même lu en grosse partie comment ça fonctionnait. Et si vous voulez, on a une nana, L'ombre d'Adeline, on est sur de la dark romance. On a une nana qui... elle doit être écrivain, un truc comme ça, je m'en souvenais plus, mais j'ai entendu un reportage sur elle, enfin sur ce bouquin-là. Ah bah c'est la vidéo d'Opaline, je vous le dis, comme ça je vais vous le mettre en barre d'infos, et je vous conseille de regarder cette vidéo-là. Enfin, je vous conseille cette chaîne, je trouve qu'elle a un contenu qui est super intéressant, un contenu féministe qui est intéressant, qui est assumé, elle prend pas de détour en fait pour dire ce qu'elle pense et je la trouve vachement intéressante. Pourtant, comme je vous ai déjà dit, moi je me méfie un peu du militantisme, quel qu'il soit. Et parce que, enfin, pour ce que ça me regarde. Hein. Et enfin bref, je trouve que le contenu d'Opaline sur YouTube est très intéressant parce que ça vient poser les bonnes questions, surtout. Donc, L'ombre d'Adeline, on a une jeune femme qui est écrivain et qui hérite d'une maison qui n'est pas en très bon état. Vous voyez, ça fait un peu la maison gothique qui craque de partout, on se demande si c'est hanté, etc. Donc c'est une maison qui a besoin de sacrés travaux. Et elle commence déjà, en vivant dans cette maison-là, je ne sais plus si elle avait vécu avant ou pas, enfin si c'est une maison familière ou pas, mais comme c'est une maison qui craque de partout, le plancher, tout ça, il y a tout qui travaille, elle commence à se demander si sa maison est hantée ou pas, parce que justement ça craque de partout. Ceux qui ont des vieilles maisons savent. Et donc on a une héroïne comme ça qui est un petit peu... un peu impressionnable, je trouve, au début, parce que elle s'imagine des choses parce que sa maison fait des bruits qui sont somme toute très explicables. Et sauf que cette nana, elle va croiser un jour, sans s'en rendre compte, il me semble bien, elle croise un gars qui va commencer à avoir à nourrir une obsession envers elle. Parce qu'il est très attiré par elle. Ils se sont juste croisés, je ne sais même pas s'ils se sont dit bonjour. Hein. Je ne sais plus exactement dans quelles circonstances, je vous avouerai. Et en fait, il commence à être... à nourrir vraiment une réelle obsession autour d'un... Enfin, il y a des fantasmes qui sont assez violents, compagnie, fantasmes de possession, etc. Je parle pas de possession de fantômes. Hein. Et bref... Il commence à la suivre, il sait où elle habite. Je me demande même s'il met pas sa maison sous vidéosurveillance.
Et enfin, des trucs de ce genre. Ouais, des trucs bien... qui met bien à l'aise. Et évidemment, donc il rentre chez elle quand elle est là ou quand elle n'est pas là, quand elle dort, il l'observe quand elle dort, coucou Édouard Cullen. Et ça devient franchement flippant. D'ailleurs, ça l'a fait flipper parce qu'elle a l'impression, elle qui était déjà un petit peu impressionnable avec sa maison qui craquait de partout, elle a l'impression en plus d'être observée. Et ce gars-là, l'ombre, il se met à lui laisser des petits cadeaux. Il lui laisse un bouquet de fleurs, des trucs comme ça, il déplace des choses, il lui prend des trucs. Donc l'héroïne, elle se met très clairement à flipper, à s'imaginer des tas de choses, etc. Jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'il y a bien quelqu'un chez elle. Parce qu'au début, je crois qu'elle, un peu pour rigoler, mais un petit peu sérieuse aussi, elle appelait cette présence qu'elle sentait l'ombre. Et quand cette présence, elle se rend compte qu'elle existe pour de vrai et que c'est de chair et de sang, elle se met très logiquement à flipper. Donc elle essaye de s'échapper, etc. Ça fait un peu un jeu du chat et de la souris dans la maison. Il finit par la choper. Ça finit par un VIOL, au cours duquel il me semble bien que l'héroïne, donc Adeline, elle prend du plaisir. Je rappelle que les actes les actes qui se déroulent dans des lits, c'est très mécanique aussi, hein. Le corps est une machine, donc quand ça répond à certains stimuli, et ben ça déclenche certaines réactions. C'est quand même super flippant ce truc-là. Et il y a tout un jeu autour de la présence, de l'interdit. Forcément, c'est dark romance, c'est les romances interdites. Mais moi, honnêtement, j'aime pas. Alors, je pense pas que ce soit spécialement le genre que j'aime pas. Je sais pas. Je pense que c'est ce jeu avec sur de la psychologie, sur des agressions, sur des notions de victime, qui me plaisent pas du tout dans un contexte de romance. On serait pas dans une romance, on serait dans un thriller, clairement. Donc ça me gêne vachement. C'était un peu la même chose aussi dans les McCoy d'Alexian Thiel, où les femmes avaient une place d'objets. Des objets de désir, des objets qui pouvaient être échangés contre certaines faveurs ou comme récompense pour certaines bonnes actions, entre guillemets. Et ça me plaît pas du tout. Franchement, j'ai vraiment du mal. Je comprends, hein, je sais que... Enfin, je ne remets pas en cause les autrices qui écrivent ce genre de livres. Je ne remets pas en cause les lectrices qui apprécient ce genre de lecture. Moi, ce qui me gêne, c'est que c'est qu'on fantasme autour d'agressions, d'agresseurs et de victimes. Et ça me plaît pas. Ça me plaît pas parce que je vous rappelle qu'il existe quand même des gens qui ne savent pas trop faire la différence entre le réel et la fiction, entre le bien et le mal. Oui, ça existe, hein. Et je trouve que c'est pas très prudent d'aborder ces choses-là sous cet angle. Je sais pas si j'en avais déjà parlé. Moi, j'ai vu il y a quelques années une adaptation au cinéma sur l'histoire de Roberto Succo. Ça devait être un film français ou européen. Il me semble que lui était italien, l'acteur. Roberto Succo, c'est une personne qui a existé, qui s'ouvrait, enfin qui avait des grosses problématiques de santé mentale et qui a fini en prison pour je sais plus trop quelle raison. Et il s'est échappé. Donc il fallait bien qu'il se cache. Et bref, quand il était en cavale, ça a été une cavale sanglante parce que fallait bien qu'il se planque, qu'il était en pleine parano, je pense aussi. Donc il a tué des gens. Il y a une petite gamine de 16-17 ans qu'il a fini par enlever, il me semble bien. Ou alors elle était paumée, elle l'a suivi, enfin je sais plus trop, parce que Roberto Succo c'était un beau gars. Et bref,
on a fini sur un truc un petit peu à la Bonnie and Clyde où elle pouvait aider à planquer des cadavres, quoi. Mais là, on était sur de la réalité. Et bah cette histoire-là, qui est sur de la réalité, est-ce que c'est pas un peu une dark romance aussi quand même? Hein? Donc, je dis pas qu'il faut pas écrire ce genre de choses, je ne dis pas qu'il ne faut pas lire et apprécier ce genre de choses, il n'y a pas de souci avec ça, ouf. Chacun fait ce qu'il veut tant que tout le monde est consentant et tant que tout le monde aussi a les capacités de prendre du recul par rapport à ce genre d'écrit. Donc je ne suis pas du tout en train de mépriser le genre, je ne suis pas du tout en train de mépriser les auteurs et les lecteurs, aucun souci avec ça. Mais je trouve qu'il faut vraiment prendre ça avec précaution. Parce que moi, franchement, regardez la vidéo d'Opaline. Regardez-la. Écoutez-la bien. Elle a fait un super boulot là-dessus. C'est franchement le boulot d'Opaline, il est vraiment à partager, à faire tourner. Bon, j'ai dû faire à peu près un quart de mes fèves. Je fais une pause parce que ça fait un moment que je papote. Rebonjour. Nous avons mangé. C'est l'heure de préparer du coup la viande. J'ai tout ce qu'il me faut autour de moi. Bon, pour cette recette que je connais par cœur maintenant de joues de bœuf, il faut un oignon, il faut des carottes, j'en ai pris 5-6 qui sont assez grosses, il faut un poireau, donc j'en ai 2 parce que je vais préparer aussi en même temps ma soupe. Pour ma soupe, j'ai une patate qui est restée, qui est déjà cuite, un oignon aussi pour la soupe, et donc il faut aussi la joue de bœuf pour la joue de bœuf. Vous avez compris? Non, je mettrai des liens en barre d'information. Je vous fais un petit instant promo, je ne sais plus du tout de quelle marque c'était, mais je la trouve vachement pratique. Je vous présente une poêle où on peut faire des œufs dedans ou faire griller par exemple du bacon ou des choses comme ça. Ça c'est un repère quand c'est chaud, donc quand c'est plus rouge, on touche pas. Et en fait, depuis que j'ai acheté ça, on se fait le matin régulièrement, depuis quelques jours, des egg muffins comme au McDo. Ben, c'est vachement bon. C'est le petit déjeuner des champions. Je crois que j'avais papoté un petit peu donc de dark romance et de new romance. Après, je jette pas la pierre à Alex Thiel parce que c'est quelque chose qui marche. Donc pourquoi se dispenser entre guillemets de faire quelque chose qui marche? Donc Alexiane Thiel, c'est l'autrice des McCoy. Pour le moment, les McCoy, on va dire que j'ai lu le premier roman. Je fais un petit récap rapido. En gros, je pense que c'est un truc qui pourrait, ça pourrait exister dans la mesure où des systèmes comme ça, un petit peu mafieux, ça existe. Des systèmes où les femmes ont une place plus, comment dire, de faire valoir, ça existe aussi. Donc, je m'excuse, je fais pas mal de bruit, je me rends compte. Je suis malentendante et en plus, je suis assez bourrine. Mais bref, son système pourrait fonctionner, mais moi, j'y adhère pas. C'est plus le fait d'adhérer ou pas à l'univers que le fait de... ce qu'elle écrit bien, hein. Elle a une très jolie plume. J'ai trouvé les personnages des McCoy, donc je me souviens plus des noms évidemment. Je crois que c'est Caleb et la fille Phèdre, comme Phèdre. Et je trouve que ce sont des personnages qui sont cohérents, qui sont vraiment très cohérents avec ce qu'ils sont, cet univers, ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils vont vivre, etc. Ils sont cohérents dans leur réaction, etc. C'est bien construit, c'est bien imaginé. C'est un texte qui est né en fait à partir d'un concours Fixia auquel a participé Alexiane Thiel et qu'elle a gagné. Et non, je dis des bêtises, je crois qu'elle ne l'a pas gagné justement. Mais de toute façon, son livre avait été repéré. Je crois qu'elle a été publiée chez Hugo Roman.
Donc c'est pas chez... excusez-moi, je ne sais plus où mettre les choses. Elle a été publiée chez Hugo Roman qui organisait ce concours-là via la plateforme Fixia, donc c'est très bien pour elle, moi je suis très contente pour elle. Hein. En fait, ce qui me gêne, je pense, c'est de bien définir qui est ce public-là. À savoir qu'on est quand même sur des histoires qui sont pas faciles. On a des gens qui... des thématiques pas évidentes qui sont abordées, des gens qui subissent des choses, etc. Et c'est vraiment pas des textes à mettre entre toutes les mains, mais que les lecteurs soient mineurs ou qu'ils aient vécu des choses semblables. D'où l'importance des trigger warnings. Je ferai peut-être un de ces quatre une vidéo sur les trigger warnings. Donc, les trigger warnings, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des avertissements de contenu. Il y a des trigger warnings et content warnings qui existent. Je ne sais plus faire la différence. Il faudrait que je relise le truc. Je crois qu'il y a une notion de mention. Content warning, il me semble, c'est une mention de quelque chose qui peut un peu brasser, quoi, qui peut choquer le lecteur. Et le trigger warning, c'est un contenu qui est décrit, qui va être décrit plus que dans le content warning. Je me trompe peut-être, hein, je me souviens. Hein. Je fais peut-être plus très bien la différence. Et si vous voulez, donc, ce qui est très bien, c'est que ce genre de romance aide du coup ces trigger warnings, mais j'ai l'impression aussi que ces trigger warnings peuvent être un peu un appel entre guillemets pour les lecteurs qui vont dire ah bah tiens je vais lire précisément des textes contenant ce trigger warning, comme les tropes. Et quelque part je me dis les trigger warnings comme les tropes, donc les tropes ce sont des schéma narratif récurrent, c'est la définition de Lucie Castel dans les podcasts de l'ICAR, l'Institut des carrières littéraires, et je trouve que c'est la définition la plus courte et la plus claire. Donc les tropes, on ne peut pas s'en passer parce que quoi qu'on écrive, il y en a dedans. Les tropes, ça va être le fils prodigue, la demoiselle en détresse, des choses de ce genre. Donc c'est lié à des personnages, à des situations, à... des thématiques, c'est un peu de tout. C'est vraiment un peu de tout, les tropes. Et c'est le fameux Enemies to Lovers dont on entend pas mal parler sur les réseaux sociaux parce que ça peut faire des bouquins qui sont très bien, quoi, des histoires qui sont avec un potentiel dramatique assez intéressant. Et ouais, si vous voulez, je trouve que je suis pas sûre que ce soit la bonne idée d'aborder une lecture ou un film, une série, justement par le biais, j'ai eu une explosion de carottes, justement par le biais des trigger warnings ou des tropes, de lire précisément que je veux, par exemple, rechercher spécifiquement une lecture où une femme subit la domination masculine, par exemple. Je suis pas sûre que ce soit la bonne manière d'aborder une lecture, de rechercher une lecture, le bon angle, si vous voulez. C'est juste une impression, hein. C'est ce que je dis, évidemment, c'est pas la vérité absolue, c'est juste une impression de ma part. Enfin, en tout cas, moi, je ne cherche pas des livres comme ça. En général, je ne lis pas du tout les trigger warnings et tout ça, parce que j'aime bien vivre dangereusement au niveau de mes lectures et de mes visionnages. Mais bref, je trouve que, en fait, le trigger warning, le trope, moi je dis ça peut être des outils ce sont des outils qui sont très intéressants à aborder dans des histoires, mais j'ai l'impression que quand le côté marketing s'empare de ces thématiques-là, ça pervertit l'outil. Puis bon, après, il faut se l'avouer, moi j'ai quand même une impression aussi qu'il y a des effets de mode, etc. Et au final, quand vous avez lu, j'ai presque envie de dire, quand vous avez lu
une romance en enemies to lovers dans des royaumes de fées, donc une romantaisie. Je pense que vous les avez toutes lues à peu près. Non, c'est pas évident de se... pour les auteurs ou les autrices de se renouveler. Et je pense aussi que quelque part il peut y avoir une course au plus aller plus loin dans des contenus qui sont explicites, qui vont être liés à l'horreur, plus loin dans des contenus qui vont être liés à la sexualité. Et à un moment, cette course-là, peut-être qu'il faudrait qu'elle s'arrête, entre guillemets. Et encore une fois, je ne jette pas la pierre. Hein. Je ne jette pas la pierre à ce type d'histoire ou à ce type même de marketing. Parce que les bouquins qui existent, il faut bien les faire vivre, donc il faut les vendre. Si on les vend, on embauche du pognon, et ça veut dire que... Enfin, on empoche du pognon, et ça veut dire qu'une maison d'édition ou une autrice peut investir dans d'autres livres. Je parle bien aussi d'autrice aussi. J'ai bien fait exprès par rapport à ça. Donc je trouve on peut être dans une course à aller plus, que ce soit de plus en plus chaud, de plus en plus violent, de plus en plus choquant. Et c'est pas spécialement le type de littérature ou de contenu moi qui va m'intéresser. Le côté too much. Pourtant j'ai regardé Dahmer. Dahmer, donc c'est une série télé sur Jeffrey Dahmer, qui est un tueur en série, qui a été arrêté et assassiné en prison il y a quelques années. Je crois que c'est Ryan Murphy, le réalisateur. Et bref, Dahmer, c'était très questionnant aussi. Mais moi je trouve que cette série télé n'a pas été faite du tout dans le but de choquer dans les chaumières ou de glorifier, de romantiser ce qui est un malade mental, et des faits de... Alors imaginez les pires trucs qu'un homme puisse faire, et vous cochez Jeffrey Dahmer. Et il y avait des gens sur les réseaux apparemment qui pouvaient dire j'ai vu cette série, j'ai même pas fait des pauses, j'ai tout regardé, j'ai pas fermé les yeux. On parle quand même d'un mec qui faisait de véritables guet-apens, qui a tué des gens. Enfin, voilà, là encore, je pense que on n'est pas dans le bon angle. Vous voyez ? Donc là, je vais préparer un poireau pour soit la soupe, soit la joue de bœuf. Et j'interdis absolument pas, moi je suis personne pour juger, etc. Je ne juge personne, j'insiste. Mais je pense qu'il faut vraiment faire attention à la manière dont on aborde les choses en tant qu'auteur. Parce que il peut y avoir carrément il y a des thématiques qui sont quand même chaudes patates à aborder. Il ne faut pas le faire n'importe comment. Il ne faut pas banaliser le truc non plus. Parce que moi j'ai pu lire des VIOL dans des romances qui vont impliquer pas forcément les personnes qui vont finir en couple, et ouais, là faut vraiment être ultra prudent dans la manière dont c'est décrit et dont on travaille le truc, parce qu'évidemment moi je suis contre la censure. Donc je censurerai personne, mais c'est pas mon rôle. Par contre, je peux vous dire que par exemple dans L'ombre d'Adeline, donc c'est une dark romance, je crois qu'il y a une suite qui sort ou qui est sortie là ces jours-ci.
Donc c'est la nana qui finit par sentir une présence chez elle, alors qu'elle psychote un petit peu sur le fait que c'était une vieille maison, qui faisait du bruit, etc. Peut-être que c'était hanté. Sauf que, bah non, c'est un bonhomme. Et en fait, elle finit par fantasmer là-dessus. Moi, j'ai un mec qui rentre chez moi, je le dégomme. Et bref, elle finit par fantasmer sur ce gars-là. Ça finit un peu en jeu du chat et de la souris. Et ça finit aussi en VIOL. Mais ça finit en Happy Ever After, presque. Hein. On est quand même sur des personnages qui vont effectivement finir ensemble. Et il est pas si méchant que ça. Il tue des méchants qui sont dans le trafic d'enfants. Donc là, par exemple, je trouve que là, c'est typiquement un exemple de choses qu'il ne faut pas faire. Enfin, à mon sens. Je vérifie si ça tourne toujours. Ça tourne toujours. Mais après, si vous kiffez ce genre de bouquin, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, au niveau de la soupe, il y a un oignon qui est en train de cuire avec une carotte ou deux, des pas grosses. Au niveau de la future joue de bœuf, la joue de bœuf a été saisie des deux côtés pendant à peu près 5 minutes. Il y a aussi un oignon et je dirais 5 carottes qui sont en train de cuire pour le moment. Juste dans du beurre, tout bêtement. Je vais nettoyer le poireau pour la joue de bœuf. Je vais préparer aussi à nettoyer le poireau pour la soupe. Ensuite, je vais mettre les poireaux dans les casseroles respectives avec un bouillon de, je sais pas, de bœuf ou je me souviens jamais ce que je mets dedans parce que je les enlève des boîtes donc je sais plus à quoi ça correspond. Pour la soupe, je fais à peu près 75 centilitres à 1 litre de soupe. Et pour la joue de bœuf, il y aura à peu près 50 centilitres de bouillon. Non, un peu moins de 50 centilitres de bouillon. Et j'ajouterai une demi-bouteille de vin rouge que j'ai été acheter tout à l'heure parce que ça me manquait. Donc c'est du Madiran 2021 Terrasse d'Autan. Je ne sais absolument pas ce que c'est. J'ai vu vin rouge. Je bois pas. Donc je sais pas. Je suis peut-être en train de mettre un très très bon vin dans ma viande. Et bref, je vais faire une pause pour le moment et on se retrouve tout à l'heure. Salut tout le monde, les 2 premiers segments vidéo, je les avais tournés au mois de novembre 2024 et nous sommes le mercredi 19 mars. Donc depuis, j'ai fini ma joue de bœuf. Alors, de mémoire, les fèves avec, c'est pas le bon plan. Je ne sais plus si je les avais cuites à côté ou si je les avais cuites dedans. Parce que les fèves, en fait, comme pas mal de légumes, genre les patates et tout ça, ça a une petite tendance à se désagréger quand c'est trop cuit. Donc, je pense que je les avais cuites à côté. Et ça va pas trop avec, je trouve. De mémoire, je trouve que la joue de bœuf, c'est meilleur avec du vin rouge et la recette avec des patates, des carottes et des poireaux. Vraiment plat d'hiver. Donc, voilà. Je sais plus exactement où j'en étais au niveau de la joue de bœuf, mais grosso modo, ce que vous faites, c'est que vous cuisez d'abord les oignons, après vous saisissez à feu vif la viande 5 minutes de chaque côté. Ensuite, vous préparez votre bouillon, donc d'abord les carottes, les poireaux. Une fois que ça commence à cuire, on prépare le bouillon, donc un bouillon de légumes avec de l'eau. C'était à peu près une 40aine de centilitres d'eau pour le bouillon. On laisse mijoter, on rajoute la viande et là on rajoute la viande et le vin, donc 37,5, une demi-bouteille, du vin rouge. Et on laisse cuire à feu bas. Enfin, moi ma plaque elle va jusqu'à 12, je dois mettre à 4. Je mets à 4 pendant quelques heures, pendant je dirais bien 3 heures. Et 3 quarts d'heure avant la fin de la cuisson, on rajoute les pommes de terre. Et on peut rajouter aussi un bouquet garni, des trucs comme ça. Enfin, on ajuste au niveau des goûts. Alors, la joue de bœuf, c'est une viande qui est assez grasse, donc ça va, la graisse va fondre et va venir un petit peu. Et plus en fait la viande va donner
va donner de la graisse, entre guillemets, plus la viande sera tendre. Vous pouvez vraiment la manger à la petite cuillère, hein. C'est une bonne viande pour ça. Moi, j'ai un petit peu de mal parce que je trouve que c'est trop gras. Enfin, dès que c'est un peu gélatineux, j'ai du mal. Mais bref. Donc, je sais qu'il y a des recettes qui se font avec de la bière. Moi, je kiffe pas trop. Je trouve ça trop amer. Et donc, avec les fèves à côté, j'ai pas trouvé ça génial non plus. Donc c'était des fèves, je sais pas si j'avais précisé au début, mais je le redis au cas où, j'ai dû les faire mariner dans l'eau, enfin pas mariner, mais les faire tremper dans l'eau la veille au soir. Donc une douzaine d'heures avant, parce que sinon, bonjour, vous pouvez y aller au sécateur pour les éplucher. Non mais quand vous les achetez sèches, c'est à peu près une douzaine d'heures de trempe, il me semble, et c'est comme ça la coque elle va se ramollir et vous pouvez l'éplucher assez facilement. C'est long, mais moi j'aime bien. Bref, bon, entre-temps, évidemment, j'ai fait un phare breton depuis le mois de novembre quand même, je l'ai mangé. Donc là, je vais en refaire un parce que je me suis racheté des pruneaux, etc. Donc c'est merveilleux. Et j'ai envie de repartir sur de la... à parler un petit peu de la romance, ou après peut-être aussi juste des histoires d'amour qui se... Est-ce que je reste sur les trucs qui m'agacent ou est-ce que je vais vers les trucs que je préfère? Je vais voir. Parce que j'ai eu l'idée aussi, par exemple, de parler des Hauts de Hurlevent, parce que la relation entre Heathcliff et Catherine mère, parce que Catherine va avoir une fille qui va s'appeler comme elle, la relation de Heathcliff et Catherine est hyper romantisée, et je trouve qu'elle est... je trouve que Heathcliff devient vraiment très toxique. Donc toxique, je sais que c'est un terme qui est un petit peu à la mode de nos jours. Mais c'est quelqu'un qui est surtout bouffé de haine et de désir de vengeance et qui à un moment se dit oups, j'ai peut-être été un peu loin. Tu m'étonnes. Mais bref, je vais vous dire de quoi j'ai besoin pour le phare breton et après je ferai le truc tout en papotant un peu des Hauts de Hurlevent et d'autres choses comme ça. Alors, pour le phare breton, je suis partie sur pâtisseriebretonne.fr, donc Kerjane. Ils ont une recette de phare breton pour 6, mais je vais diviser en fait je divise par deux les ingrédients, tout simplement parce que en fait on n'est que 3 et il y a quasiment que moi qui mange des gâteaux, donc je vais pas me bouffer un kilo de phare en une semaine, quoi. Je vais en avoir marre à la fin. Donc il faut... En divisant par 2, il faut 125 g de farine, 200 g de pruneaux, ça sera un petit peu plus parce que j'ai un paquet de 500, 125 g de sucre, 2 œufs, 2 gros œufs, 1 litre de lait cru entier, ça sera un demi-litre de lait cru entier, ça sera un demi-litre de lait écrémé, 15 g de beurre demi-sel, une pincée de sel, le bouchon de rhum je mets pas parce que j'aime pas. J'ai beaucoup de mal avec l'alcool dans la pâtisserie, ça passe pas du tout. J'ai déjà fait préchauffer mon four à 210, donc il disait 220, je monterai un petit peu après. Donc j'ai pris des pruneaux de chez Maître Prunille, c'est des gros et surtout c'est des dénoyautés. Donc, parce qu'en fait c'est un peu chiant de tomber sur des fèves, comme je dis. Oh, j'ai fait des bêtises. Et enfin, j'aime pas en fait trouver des noyaux, des trucs qui se mangent pas dans les gâteaux. Je tiens trop à mes dents. Donc, je contrôle juste vite fait si j'avais pas mis la moitié. Donc j'ai dit 250 g. Donc je mettrai 250 g de pruneaux au lieu de 200. Mais moi j'aime bien quand il y a pas mal de fruits. Ah, là c'est bon. Donc ils disent de le faire tremper dans l'eau tiède pour qu'il soit pour qu'il soit plus fondant dans le gâteau. La farine, donc on va mélanger farine, sucre, sel, on met les œufs, on fouette et après on rajoute le lait et on fouette. Je pense que je vais commencer à remuer avec une fourchette, ça va être plus facile. Parce que sinon avec le fouet ça va s'amalgamer dans le fouet, ça va être un peu dégueu. Donc après c'est le lait. Ouais bah voilà. Donc c'est 20 minutes
à 220 et après 30 minutes à 180. Parce qu'il faut que ce soit saisi. Donc je mélange. Alors, Léo du Hurlevent, pour moi, on n'est pas dans le domaine de la romance. On est, même s'il y a des histoires d'amour qui... c'est assez catastrophique. Je vais vous raconter un petit peu ce que c'est en pitchant, sans aller beaucoup trop dans les détails. Vous pouvez l'écouter sur ma chaîne si vous le souhaitez. C'est le dimanche. Normalement, ce dimanche-là, ça sera la dernière fois, enfin les 2 derniers chapitres des Hauts de Hurlevent. Les Hauts de Hurlevent, je les ai découverts il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans seulement à peu près, parce que j'ai écouté, je sais plus, sur 10mois.eu, un livre audio qui est superbe, ça va être de meilleure qualité que le mien si vous souhaitez vous y plonger. Et j'ai eu envie de les relire ensuite. Attendez. Donc j'ai découvert Les Hauts de Hurlevent en livre audio avant de vouloir les lire avec mes yeux, parce que je suis toujours une lectrice plus attentive quand je lis avec mes yeux. Donc il faut 500 1 demi-litre de lait demi-écrémé, parce que j'ai divisé, je vous rappelle, les ingrédients par 2. Donc, on est au début du 19e siècle. Vous pouvez peut-être vous dire que vous avez une ambiance Jane Austen, mais pas vraiment. Parce que Jane Austen, même s'il y a des moments où on est un petit peu dans du drama, ça finit quand même plutôt bien et c'est plutôt feel good, Jane Austen. J'ai pas tout lu encore, hein. Il me manque les 4 derniers romans et j'ai pas lu Juvenilia, le gros Juvenilia. Mais donc, on est début 19e, en pleine Cambrousse, je crois qu'on est dans les Cornouailles, je suis pas sûre, en Angleterre. On a une famille, je pense, de petite noblesse, les Earnshaw. Leurs voisins, ils sont un petit peu plus aisés, je pense, ce sont les Linton. Et si vous voulez, monsieur et madame Earnshaw ont 2 enfants, Hindley et Catherine. Et un jour, monsieur Earnshaw, je ne sais plus exactement ce qu'il fait comme boulot, il va à Liverpool, je crois, et il ramène un gamin de 6-7 ans. Je crois qu'il a 7 ans quand il le ramène. Et il impose cet enfant-là à sa famille, en gros, en disant bon, bah, je l'ai trouvé, il est mignon, je m'en occupe, c'est mon fils. Donc tout le monde fait un peu la tronche. Et donc c'est Heathcliff qui l'a ramené comme ça, qui va être élevé comme son fils. Par contre, donc Heathcliff, il va subir déjà au moment du temps où tout va aller bien, du temps du vivant de monsieur Earnshaw, il va déjà subir la jalousie de Hindley. Donc Hindley, c'est le fils aîné. Après, il y a Catherine. Catherine qui est un poil plus jeune que lui. Un poil plus jeune que Heathcliff. Et Madame Earnshaw n'a jamais vraiment accepté non plus la venue de cet enfant, mais bon, c'est l'homme de la maison qui décide. Nous sommes au 19e siècle. Et en fait, il va assez rapidement nouer une relation très forte, donc à la fois avec monsieur Earnshaw, puis ensuite avec Catherine. Ils sont élevés comme des frères et sœurs, hein. Mais toujours avec le décalage du fait que Heathcliff n'est pas le vrai fils de monsieur Earnshaw. Bon, d'ailleurs, il y a des théories qui circulent disant que Heathcliff serait un fils bâtard de monsieur Earnshaw. Je suis pas convaincue. Je vois pas pourquoi. Il peut tout à fait avoir ramassé un gosse qui crevait la dalle dans un fossé et puis se dire je vais pas le laisser là. Je crois, il est pas mal comparé à des gitans, enfin à un gitan parce qu'il est très brun, etc. et sauvage. Donc c'était les avis de l'époque. Peut-être, je sais pas. Peut-être que c'est un enfant qui a fui un campement ou qui s'est perdu. Mais bref.
Quand Monsieur Earnshaw va décéder, Hindley, qui sera alors un jeune adulte, va vraiment rétrograder Heathcliff. Donc Heathcliff, qui avait une chambre dans la maison, il va finir par dormir avec les domestiques, comme les domestiques dans la grange, il me semble. Et il se fait taper dessus, il se fait humilier constamment, c'est assez horrible. Le seul truc qui maintient en fait Heathcliff, c'est le fait que Catherine a une très grande affection pour lui. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment fusionnels, ces deux-là. Et ce qui fait que, à un moment, en fait, Heathcliff qui est complètement rétrogradé alors qu'il vivait avec la famille, il a eu de l'instruction, mais il y a un moment où ça va un petit peu s'arrêter parce que donc il a plus accès à l'instruction. J'ai mélangé, je vérifie juste que j'ai rien oublié. Non. J'ai mélangé la farine, le sucre, les œufs et le lait. Donc je continuerai de touiller. Je vais enlever l'eau des pruneaux et je vais en tapisser le fond. Je vais tapisser le fond. J'ai pris un petit plat comme ça. Un petit plat parce que du coup j'ai divisé les trucs par deux. Donc je tapisse de pruneaux le fond, je vais mélanger un petit coup la pâte à gâteau, je mets par-dessus, hop, dans le four pendant 20 minutes à 220 et après pendant 30 minutes à 180. Et c'est trop bon, les fards bretons, j'adore ça, les fards au pruneaux. On est bon en pâtisserie les bretons, hein. Et bref, bon, je fais ça, après je reviens à Heathcliff. Bah, si vous voulez, il y a vraiment un décalage en fait entre Heathcliff et cette famille parce qu'on est quand même sur une famille qui est noble, qui a de l'éducation et qui est un peu au-dessus de sa condition à lui. Là où ça va commencer à bien tourner vinaigre pour Heathcliff, c'est quand Catherine va faire le choix d'épouser le fils du voisin, d'épouser Edgar Linton, qui est un gentil garçon. Là où Heathcliff est bagarreur, il est méchant, il est cruel, il est déjà en train de dire ouvertement qu'il va se venger de Hindley. Et donc, Heathcliff surprend une conversation comme ça entre Nelly, la servante, et Catherine, qui dit que Catherine a accepté la demande en mariage d'Edgar Linton. Et bah donc, il est chouchon, il est très, très en colère, et il va faire le choix de se barrer pendant 3 ans. Donc j'ai mis toute la pâte par-dessus, quelque chose qui est très liquide, hein, ça fait un petit peu pâte à crêpes. Ça fait très clafoutis en fait, le fard breton. J'ai jamais fait de clafoutis, mais je sais que le clafoutis c'est un genre de pâte à crêpes, mais au lieu d'en faire des crêpes, ben, on en fait un gâteau. Il s'en va. Et en fait, cette relation entre Heathcliff et Catherine, on est vraiment sur une relation qui est très fusionnelle, qui est très absolue, où... même si Catherine, elle en a épousé un autre, elle l'a fait quelque part aussi pour rendre service à Heathcliff et pour le protéger, donc pour le financer en fait, financer ses besoins, enfin prendre soin de lui au quotidien, financer juste ses besoins de nourriture et de toit quotidien. Et il va jamais supporter ça. Il va jamais supporter en fait qu'elle ait choisi d'épouser un autre, parce qu'au final elle lui rappelle qu'ils sont pas de même statut social. Et ça va en faire un monstre. On peut pas dire autrement, hein. C'est que Heathcliff c'est quelqu'un qui va devenir peut-être aussi pire que Hindley. Je sais que ça ne se dit pas. Hindley, le frère aîné de Catherine, qui est vraiment un gros connard, qui est violent, qui est alcoolique, qui terrorise tout le monde. Heathcliff va devenir quelque part ce Hindley. Donc l'homme qu'il déteste le plus au monde. Et si vous voulez, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de romantisation de la relation entre Heathcliff et Catherine, parce que au final c'est une histoire d'amour qui n'a jamais... Enfin, on suppose
que ils se sont peut-être jamais roulé des palos, enfin autant y aller, hein. Ils ont jamais eu de relation sexuelle et ou alors ça se disait pas, hein, à l'époque victorienne ou régence, je sais plus, début 19e, hein. Mais il y a une espèce de banalisation, puis surtout de romantisation d'une relation qui est vraiment qui est super questionnante. Parce que autant Catherine que Heathcliff a des choses à se reprocher, parce que Catherine, elle n'était pas toute sympa non plus. Vous allez venir avec moi dans le canapé. Je me dis que cette relation-là, dans d'autres circonstances, peut-être que si Catherine avait fait d'autres choix, peut-être que c'est une relation qui aurait pu avoir lieu et qui aurait pu ils auraient pu être ensemble. Je sais pas s'ils auraient pu être heureux, je suis pas persuadée. Parce que madame elle a besoin d'une servante et compagnie, mais ouais, dans d'autres circonstances peut-être qu'ils auraient pu être ensemble, mais est-ce que le fait de renoncer à son statut social, c'est quelque chose comment dire, qui aurait convenu à Catherine? Je n'en suis pas persuadée. Ce qui fait que, enfin, Heathcliff, il devient tellement con, si vous voulez, là où à un moment j'avais peut-être pas de l'affection, mais je le comprenais. Je continue à le comprendre, hein, si vous voulez. Je continue vraiment à le comprendre, mais je peux juste pas blairer ce qu'il fait. Parce que c'est pas parce qu'on est mal qu'on doit se comporter comme des connards avec son entourage. Donc voilà. Et ça, je trouve que... Enfin, j'ai l'impression que cette relation entre Catherine et Heathcliff, elle inspire beaucoup d'autres relations dans la romance, typiquement After. After où le truc qui est rigolo avec cette... j'ai pas été jusqu'au bout, je crois que j'ai lu 3 livres et demi, j'ai dû caler au milieu du 3e parce qu'il me sortait par les yeux. Mais After, on a une gamine qui sort un peu de sa campagne, qui va monter à la ville pour aller à la fac, qui est la parfaite petite... elle est très, très petite fille en fait encore, parce elle écoute sa maman, qui est très envahissante dans sa vie quotidienne. Et on a Harding, qui est... ouais, c'est ça, Hardin. Qui est le fils du doyen de la... Je crois que c'est ça, c'est le fils du doyen de la fac, qui est un peu typiquement le bad boy, le gros cliché de bad boy qui picole, qui est tatoué, qui dit des gros mots. Alors, il peut pas dire une phrase sans un gros mot. Il va y avoir une espèce de pari à la con où ce mec va dire à ses potes, c'est même pas ses potes en fait, je sais pas pourquoi ils traînent ensemble, ils sont tous plus cons les uns que les autres. Il va se dire, tiens, je vais la séduire, la petite là, qui nous prend tous de haut, parce que Tessa, elle prend tout le monde de haut. Tessa est une connasse jugeante. Et il va en tomber amoureux. Et au début, si vous voulez, je le trouvais touchant, moi, là-dedans, parce que c'est quelque chose qu'il découvre, qu'il n'a jamais été amoureux. Et sauf qu'ils sont cons, mais l'un comme l'autre. Et ils sont très fans des Hauts du Hurlevent, c'est pour ça que j'en parle. Je trouve vraiment que cette relation, ça a inspiré un espèce de trope où on a une jeune fille qui est naïve, qui découvre la vie, la fac, la vie active et tout ça, les relations amoureuses, qui va rencontrer un gars qui a un petit peu plus de vécu, qui généralement a quelques années de plus. Et je me souviens, moi, quand je suis partie à la fac, j'avais 19 ans, il y a un grand changement au niveau de la posture de la personne quand vous avez commencé à vivre tout seul et que vous êtes plus chez papa, maman et tout ça et que vous devez vous gérer au quotidien. Il y a une différence. Ce qui fait que quelqu'un qui a 18-19 ans, qui vient juste de quitter papa, maman, qui se jette dans la vie active, qui rencontre quelqu'un qui a 22-23, il y a déjà ce pas-là, ce décalage. Mais vrai de vrai, hein. Et je trouve que Heathcliff et Catherine ont vraiment inspiré tout un tas de relations de ce type, où on a un mec qui est un petit peu plus expérimenté, voire qui se tape un peu tout ce qui bouge et qui a un pouls,
et une jeune fille qui est totalement naïve et qui est généralement intellectuelle. Donc, je ne sais pas si c'est pour essayer d'appâter les lectrices féminines qui pourraient se retrouver, se reconnaître en fait dans ce type de personnage un peu naïf qui rencontre le danger, le danger qui rencontre le loup, quoi. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a ça a tellement été dit et répété que ça me saoule. Et pourtant, par exemple, dans les chroniques de Bridgerton, Daphné, plus dans le livre, Daphné, elle va être très naïve sur le plan, elles le sont toutes sur le plan sexuel. Je pense à la série télé. Euh, Daphné et comment dire, Daphné et Pénélope sont très naïves. Par contre, Kate Sharma, dans la série télé, elle l'est moins. Je pense elle a dû lire, quoi, ou discuter avec des gens, et elle sait ce que c'est. Et ça lui fait pas peur. Par contre, dans les livres, après, c'est l'époque qui veut ça aussi, parce que c'est censé se passer en 1810 par là. Elles arrivent toutes complètement naïves au mariage, sauf Francesca, où c'est un deuxième mariage. Et ils sont tous un peu... Enfin, j'ai l'impression que dans beaucoup de romances, un peu régence, comme on dit, ou romances victoriennes, on a ce type de relation déséquilibrée entre une jeune fille très naïve, qui va sortir des jupes de maman, en gros, et un homme qui est généralement bien plus âgé et qui a déjà eu des relations, des maîtresses, etc., qui a un peu bourlingué, qui a 10, 12, 15 ans de plus et qui se décide enfin à se poser, ou qui, s'il ne s'est pas décidé à se poser, se fait plus ou moins coincer à devoir épouser la jeune oie blanche et se dire oh, la flemme, et en fait il découvre que c'est quelqu'un qui est chouette et qui peut, lui correspondre. Donc voilà. Après, des tropes comme ça, si vous voulez, dans des trucs régence, ça me dérange pas trop. Parce que ça se justifie par le fait que c'est une honte absolue pour une jeune femme de se rouler dans les draps avec le palefrenier à cette époque-là. Mais ça me gêne un petit peu plus dans les romances qui se passent de nos jours. Même si je pense qu'évidemment, dans une relation sexuelle, il faut bien une première, hein. Donc évidemment, je suis pas sûre que ce soit si courant que deux personnes qui ne l'ont jamais fait le fassent pour la première fois ensemble, mais ça doit se produire aussi. Et il y a tellement de palettes de personnages, de types de relations, d'entrées dans la relation qui sont différentes, qu'on peut faire vraiment, vraiment plein. On peut goupiller plein de trucs. C'est ça qui est chouette dans la romance. C'est ça qui est chouette. Je vais m'arrêter là parce que ça va être long. Comme d'habitude, je vais vous mettre les recettes et des liens vers des fiches pour les livres dont j'ai parlé, ou les films dont j'ai parlé dans la description. Je sais pas si j'aurai le temps de vous dire si le phare il est bon ou pas. On verra. Et à tout bientôt. Et je vais essayer d'arrêter un petit peu de taper sur la romance et de taper sur d'autres types d'autres genres littéraires ou d'autres types de livres. Mais je pense dans la romance, il faut vraiment échapper aux clichés, ou sans le prendre à contre-pied, où on aurait par exemple un jeune homme très naïf qui arrive dans une relation et une fille qui a eu plus d'expérience. Trouver des tas de nuances en fait différentes là-dedans. Juste ça, je pense. Mais même au-delà de cette relation un peu déséquilibrée, expérience, pas expérience, de l'autre côté, quoi. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée. À samedi pour les derniers contes de Andersen. À dimanche pour les 2 derniers chapitres des Hauts de Hurlevent. Ensuite, je vais sans doute faire pendant 2 semaines qu'une vidéo du mercredi. Si je suis à la bourre, je vous dirai. Enfin, si les vidéos du mercredi sautent, je vous le dirai, parce que je passe mes certifications là incessamment sous peu. Donc, il faut que je me concentre.
Et voilà, à tout bientôt. Rêvez tout grand, lisez tout plein et cuisinez des bonnes choses. Salut!